Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Comme nous le disions hier, on a annoncé ces briefings particuliers parce que ça ne nous permettra pas seulement de revenir sur la riposte contre la maladie à virus Ebola, mais nous reviendrons aussi beaucoup sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2017, 2026, 2027, 2028 2026, 2027. Merci Madame la Mineta. Où nous allons évidemment, École sans Ebola, la ministre d'État, ministre de l'Éducation, qui nous fait le privilège de participer à cet exercice de redevabilité, pourra nous faire le point des préparatifs. Avec le ministre de la Santé, évidemment, nous reviendrons sur l'état actuel de la riposte, bien au-delà des chiffres que nous communiquons quotidiennement dans le cadre de la situation épidémiologique qu'on appelle CITREP, qui nous permet de donner des chiffres. Aujourd'hui, nous avons tous observé qu'il y a beaucoup de personnes qui guérissent, il y a des traitements qui sont utilisés, il y a des vaccins qui sont annoncés. Le ministre de la Santé aura l'occasion de nous faire le point d'abord de l'état actuel de la riposte, de comment les virus se comportent, mais aussi et surtout des mesures qui sont prises pour contenir la propagation du virus et les vaccins, comment justement ils seront distribués et administrés d'abord au personnel de frontline, ça veut dire les personnes les plus exposées, les personnes à haut risque. Ensuite, comment cela va se faire en ceinture, suivant évidemment ailleurs et à l'extérieur du pays, de comprendre pleinement ce que le gouvernement de la République est en train de faire pour mettre fin à cette épidémie. Donc, Monsieur le ministre de la Santé, bonsoir. Merci justement de vous joindre de nouveau à cet exercice de redevabilité pour essayer de refaire un peu le tour du sujet. Évidemment, il y a toujours des messages alarmistes par rapport à la propagation de la maladie, surtout lorsqu'on regarde les nombres de morts, mais il y a surtout beaucoup d'optimisme au regard des tableaux que vous regardez quotidiennement et du travail qui est fait sur terrain. L'occasion de rendre aussi hommage à toutes les équipes qui sont déployées dans les parties du pays qui sont évidemment touchées par l'épidémie. Alors, il y a beaucoup à dire, mais de manière traditionnelle, nous commençons d'abord par la situation épidémiologique du jour. Ensuite, vous allez nous faire le tour, notamment la nouvelle équipe de l'Incident Manager, le Dr Aouka, qui est sur place depuis plusieurs semaines déjà. Donc, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence. Je salue tous les membres de la presse et je voudrais ici d'abord dire que ce virus nous apprend beaucoup de choses. Je vous rappelle que c'est le virus Bundibugyo, ce n'est pas le virus Zaïre, qui donne cette maladie Ebola, que nous avons déclaré il y a exactement 3 mois. Au bout de 3 mois, nous avons à ce jour un peu plus de 5000 cas confirmés et un peu plus de 2300 décès, ce qui nous fait à peu près 47% de personnes. Et je dis que ce virus nous apprend beaucoup de choses parce que nous sommes partis avec l'assertion que Ebola, c'est Ebola. Donc Ebola Bundibugyo égale Ebola Zaïre. Et nous apprenons effectivement qu'il y a des nuances qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La première nuance que l'on peut remarquer, c'est que ce virus, effectivement, en 3 mois, a donné plus de cas que le virus Zaïre en 3 mois. Et je prends le virus Zaïre comme témoin parce que c'est celui qui nous a donné 15 épidémies, qui nous a permis de maîtriser un tout petit peu la connaissance de ce virus. Mais si vous prenez ce virus Zaïre, que nous avons notamment la grosse épidémie que nous avons eue en 2018, si vous prenez du mois de mai où on a eu le premier cas, au mois d'août où la riposte a commencé, et entre les deux, il ne s'est rien passé du tout en termes de riposte, vraiment rien, même pas une équipe sur terrain, eh bien, pendant ces 3 mois où il n'y avait rien, le virus Zaïre a contaminé très peu de gens. Mais si vous prenez Bundibugyo, comme je viens de le dire, en 3 mois, avec une très grosse riposte, elle a contaminé 5000 personnes. Donc on voit ça déjà comme une première différence entre ces deux virus. Et quand je dis avec une grosse riposte, c'est que
nous sommes partis de 0 laboratoire à plus ou moins 20 laboratoires en 2 mois. Nous sommes partis de 0 lit à plus ou moins 1600 lits. Et donc, ça montre que la riposte a été très rapide et très vigoureuse, mais que le virus s'est répandu, malgré cela, très vite. Et on remarque aussi que ce virus, malgré tout, reste quand même moins létal que le virus Zaïre. Parce que vous vous rappelez que le virus Zaïre, c'était entre 60 et 80% de décès. Ce qu'on remarque, et pourquoi ce virus se répand beaucoup plus vite, c'est qu'on se rend compte d'une chose, c'est que c'est un virus qui ne fait pas très peur aux populations. Parce que les symptômes de départ, ce sont des symptômes qui sont, on va dire, somme toute, retrouvés dans beaucoup de maladies. Par exemple, quasiment tous nos malades viennent parce qu'ils ont d'abord mal à la tête. Des maux de tête très importants. Ensuite, ils ont de la fièvre et des douleurs abdominales. Et puis, progressivement, ils entrent dans une phase qu'on appelle humide, où ils font maintenant de la diarrhée et des vomissements. Mais très peu d'hémorragie. On a moins de 10% des personnes qui font des hémorragies. Or, nous sommes partis avec l'assertion, Ebola, Zaïre, c'est fièvre hémorragique, donc la peur. Les gens voient le sang du nez, couler du nez, des yeux, des oreilles, de partout, donc les gens ont peur. Mais celui-ci, il reste, on va dire, presque gentil dans les premiers jours, et donc les malades ont le temps de rester dans la communauté et d'aller contaminer d'autres personnes. Ce qui fait que la contamination est plus importante. Mais comme je dis, la létalité reste somme toute inférieure au virus Zaïre. Maintenant, quant à la propagation du virus, un sujet qui interroge beaucoup, qui effraie beaucoup, je voudrais vraiment insister là-dessus en disant, nous avons décidé, au niveau du ministère de la Santé, de la transparence la plus totale, en disant, un cas égale une épidémie. Et nous avons dit, une zone touchée par un seul cas devient une zone épidémique. Ce qui fait que quand nous annonçons, par exemple, que nous avons 55 zones de santé touchées, cela veut dire que l'épidémie touche un territoire géographique de 55 zones de santé. En sachant que dans cette partie-là, sur les 5 provinces qui sont impliquées, on a un peu plus de 140 zones de santé, on a 55 qui sont touchées, donc on est autour de 30% des zones de santé touchées. Mais là, quand on regarde la géographie de manière beaucoup plus proche, c'est-à-dire les aires de santé, eh bien, on se rend compte qu'on est à 8% d'aires de santé touchées. Donc, c'est notre excès de transparence, entre guillemets, qui donne cette impression que le virus est partout. Parce qu'en réalité, en termes d'aires de santé, et je vous rappelle qu'une aire de santé, c'est plus ou moins 10 000 personnes, en termes d'aires de santé, on est à 8% d'aires de santé touchées. Donc, en résumé, en termes de chiffres, nous sommes autour de 5 000 cas confirmés, autour de 2370 cas de décès, avec à peu près un taux de suivi de 82% des cas contacts, mais nous sommes dans à peu près 55 zones de santé touchées qui correspondent en termes d'aires de santé à 8% d'aires de santé. Alors, on a ces provinces, vous le connaissez, donc on a bien sûr Ituri, et ça c'est encore une autre leçon. Jusqu'à présent, 85 à 90% des cas sont toujours dans l'Ituri, au bout de 3 mois. Donc l'Ituri reste vraiment la zone où le virus se concentre. Et même quand on regarde l'Ituri, c'est 5 à 6 zones de santé qui sont vraiment, qui concentrent 80% des cas. Donc c'est vraiment un virus finalement qui est compacté en Ituri. Il y a sûrement des explications que nous allons pouvoir avoir, mais le virus est compacté là-dedans. Après, il y a le Nord Kivu, qui est la deuxième province. Ensuite, on a quelques cas dans la Chopo. On a confirmé 14 cas dans la Chopo, mais en sachant que ces cas sont venus de l'Ituri. On a confirmé des cas dans le Haut-Ouélé. On a confirmé un cas à Bouta, dans le Bas-Ouélé. Et donc, voilà à peu près l'étendue du virus actuellement et de l'épidémie. Monsieur le ministre, on va revenir spécifiquement sur le cas de la Chopo, parce que c'est un cas qui nous a alerté justement
sur le fait que les virus quittaient l'épicentre qui était donc en Ituri, pour parler du nombre de morts. Vous êtes spécialiste, ce n'est pas tous ceux qui nous suivent qui les sont. 2300 morts, les gens ont le droit d'avoir peur, Monsieur le ministre. Oui, absolument, absolument. Mais ils ont le droit d'avoir peur, non, ils ont le droit de savoir oui. De s'inquiéter parce qu'on a perdu 2300 Congolais, oui. Mais je voudrais rappeler que notre système de santé ne s'occupe pas d'Ebola. Il s'occupe de toutes les maladies infectieuses. Et que nous aurons plus de morts cette année par paludisme, nous aurons plus de morts par tuberculose, par VIH, les femmes qui accouchent, les nouveau-nés, la malnutrition, tout ça va tuer beaucoup plus. On parle d'Ebola parce que c'est une maladie que nous pouvons contenir si nous arrivons avec les mesures de santé publique, mais aussi avec des mesures médicales. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais parce que ça donne aussi cette espèce de crainte internationale. Absolument. Mais la réalité, c'est qu'au niveau international, les risques sont très faibles. Je voudrais vous parler spécialement de Kinshasa. Vous savez, depuis que des épidémies ont commencé, il y a à peu près 3 cas qui sont arrivés à Kinshasa. Je dis bien depuis que les épidémies ont commencé. Je ne parle pas de cette épidémie. Depuis 50 ans, donc, depuis 76. Il y a à peu près 3 cas qui sont arrivés à Kinshasa. Cette épidémie, il y a 0 cas à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pour vous montrer que finalement, quand on présente les informations, on a vraiment l'impression que la planète est en feu, que la RDC c'est encore pire, c'est quasiment l'enfer. Mais en réalité, quand on regarde de plus proche, je viens de vous donner la géographie et le nombre de cas. Quand on regarde ça, on s'est dit, ok, nous devons être très très rigoureux avec la lutte, avec la riposte, mais nous devons relativiser et les chiffres et la géographie. Monsieur le ministre, n'oubliez pas qu'entre-temps, il y a eu coronavirus, entre-temps, il y a eu hantavirus. Il y a comme cette peur, justement, mondiale sur le sujet. Mais qu'est-ce qui explique qu'au-delà d'une riposte robuste, celle que nous avons déployée, nous avons été avec vous sur place, qu'il y ait encore, il faut rappeler que la plupart de ces morts les sont dans la communauté et pas dans les centres de traitement. Les personnes restent avec ces symptômes le plus longtemps possible avant de venir vers les centres de santé. Alors je vous donne le cas, par exemple, qui est décédé à Chopo, à Kisangani. Oui, bien sûr. C'est un cas qui est arrivé, qui est décédé dans les 3 jours, qui arrive avec des signes hémorragiques. Or, les signes hémorragiques, c'est déjà la phase finale. Mais ça veut dire que c'est une personne qui a traîné et la fièvre, et les maux de tête, et les douleurs abdominales, éventuellement des troubles digestifs, de la diarrhée, et les vomissements, avant de venir. Alors, avec ça, avec ces symptômes, les gens ont tendance à rester dans la communauté le plus longtemps possible. Vous savez, Ebola Zaïre, aucun chauffeur de taxi ne pouvait prendre un malade d'Ebola. Qui prendrait un malade qui a du sang dans les yeux, qui a du sang dans le nez, qui a du sang dans les oreilles? Personne ne le ferait. Mais aujourd'hui, un chauffeur de taxi va prendre un malade d'Ebola parce qu'il ne se rend pas compte que ce monsieur qui a la fièvre, ce monsieur qui transpire, qui n'est pas bien, il est malade d'Ebola. C'est ça qui fait que le virus traîne dans la communauté avant d'arriver. Nous faisons une grosse campagne de mobilisation pour que les gens comprennent qu'il faut venir le plus tôt possible au centre de soins, et on en parlera peut-être, parce qu'on a des résultats là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que c'est le fait que les malades traînent dans la communauté qui entraîne la mortalité communautaire. Parce que lorsqu'il y a eu ces cas, évidemment, Kinshasa, la Chopo, c'est les fleuves, c'est l'avion, beaucoup d'interactions. Alors, comment vous avez traité ces cas? Alors, d'abord, il y a un médecin qui a soigné un malade qui est positif et qui est sous traitement. Donc, alors, Chopo, au total, nous avons eu 14 cas confirmés, mais en précisant que c'est des cas qui venaient de l'Ituri. Vous savez, Nyanya, qui est en Ituri, et qui est à côté d'un endroit qu'on appelle PK51, c'est-à-dire un endroit où il y a une mine, les gens quittent Kisangani pour aller travailler là-bas. Et dès qu'ils tombent malades, ils essaient de revenir chez eux. C'est le phénomène que nous voyons autour de ces virus. Par exemple, tout le Nord Kivu, ce sont les gens qui travaillaient à Mongwalu, dans les mines de Mongwalu, mais qui sont des gens du Nord Kivu. Quand vous arrivez à Mongwalu, la plupart des commerces qui sont à Mongwalu sont tenus par des gens du Nord Kivu. Et dès qu'ils tombent malades, le premier réflexe, c'est de rentrer chez eux. Et donc, c'est comme ça que le virus est parti au Nord Kivu. Donc, à la Chopo, nous avons décidé, on a dit, OK, nous allons
essayé de manière compassionnelle à traiter avec le remdesivir, le traitement antiviral, tous les malades de la Chopo. Et nous sommes, on va dire, agréablement surpris de voir que tous les contacts de la Chopo, les contacts à haut risque de la Chopo que nous avons traités, aucun n'a développé la maladie. Deuxièmement, tous les malades traités, ou ils ont négativé, ou alors ils sont encore en cours de traitement. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire que le médicament que nous utilisons pour traiter, vous savez qu'au début, on a dit on n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicament. Mais nous nous rendons compte maintenant que le médicament, ce sont des vieux médicaments, hein, ce n'est pas des tests qu'on fait. Hein, sauf que c'était des médicaments antiviraux utilisés notamment pendant Covid. Et on avait l'impression que ces médicaments seraient efficaces contre Bundibugyo. Je rappelle que Bundibugyo, c'est un virus que nous découvrons. Il a donné une seule épidémie, une petite épidémie en 2012 ici, mais sinon c'est un virus dont personne ne s'est occupé. Donc on découvre. Alors, à Kisangani, précisément donc, dans la Chopo, on voit que même les malades qui sont sous traitement évoluent correctement. Mais nous allons le savoir avec la grosse étude que nous sommes en train de faire effectivement avec tous ces médicaments en double aveugle au niveau de la riposte en utérine. Vous aurez l'occasion de nous l'expliquer. Mais monsieur le ministre, là vous avez parlé du traitement avec évidemment les remdesivir, j'espère que j'y suis arrivé. Ensuite, on parle d'essais cliniques, ensuite on parle du vaccin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les essais cliniques? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les vaccins à ces stades? Où est-ce que nous en sommes? C'est qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Et donc, seules les mesures de santé publique suffiraient. C'est l'assertion de départ. Et c'est l'assertion qui était liée à notre connaissance scientifique il y a 3 mois. Mais nous nous rendons compte de tout ce que je viens de dire ici, que ce virus nécessite des mesures supplémentaires, des mesures médicales. Nous avions déjà anticipé en disant on va faire l'étude sur les médicaments que nous connaissons pour voir s'ils sont efficaces. Je viens de vous dire que nous utilisons à la Chopo le remdesivir. Mais les essais cliniques, il y en a 2. Je vais revenir. Essais cliniques pour les vaccins. Non, pour les traitements. Pour les traitements. Pour les traitements. Je vais parler du vaccin après. Il y en a 2. Le premier est composé de 3 bras. Le premier essai clinique est composé de 3 bras. C'est-à-dire, nous mettons des malades sous un médicament, qui est le remdesivir. Nous mettons des malades sous un autre médicament, le MBP 134. Vous vous rappelez l'anticorps monoclonal dont j'ai parlé le premier jour ici. Tout à fait, ouais. Le médicament américain. Et ensuite, nous mettons des malades sur les 2 médicaments. Donc, des malades qui sont seulement sur un médicament, des malades qui sont sur un autre médicament et des malades qui sont sur les 2 médicaments combinés. C'est ça le premier essai clinique. Et cet essai clinique va nous donner les résultats d'ici peut-être 3 semaines, 1 mois, parce que nous avons déjà enrôlé beaucoup de personnes et nous pourrons donc en ce moment-là tirer la conclusion. Alors pourquoi j'ai dit que c'est à double aveugle? C'est que même nous ne savons pas qui reçoit le médicament et qui reçoit un placebo. Un placebo, c'est quelque chose qu'on vous donne qui ressemble au médicament, mais qui n'est pas le médicament. Et donc, tout ça, ça se présente de la même manière, et nous donnons sans savoir à qui nous donnons le médicament. À la fin, une équipe indépendante va comparer cette fois-ci, en sachant maintenant qui a reçu le médicament et qui n'a pas reçu le médicament. Ça nous permettra de voir comment ceux qui ont reçu le médicament ont réagi et comment ceux qui ont réussi le placebo ont réagi. Monsieur le ministre, juste une question de précision, parce que tout à l'heure, vous aviez dit que remdesivir a permis de traiter quelques cas à Kisangani, et vous dites aussi que remdesivir combiné au MBP font partie des essais cliniques. Excusez-moi du terme, parce que nous, les médecins, on a toujours des termes bizarres. Obeldesivir. Alors, l'obeldesivir, lui, c'est le remdesivir, odemdesivir. Non, obeldesivir. Obeldesivir. Lui, c'est par la bouche. Alors, pourquoi c'est important? Parce que si nous avons la certitude aussi qu'il est efficace, nous allons l'utiliser contre les personnes contacts à très haut risque. Une maman qui a soigné son mari qui est décédé, tous les membres de famille d'une personne décédée. Si ce médicament obeldesivir est efficace, par la bouche, c'est encore plus efficace. Donc il y a cet essai aussi qui est en cours. Maintenant, les vaccins. Vous vous rappelez, donc, je redis encore qu'au début, nous avons dit qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Mais vous vous rappelez
que nous avons déjà le vaccin contre Ebola Zaïre, notre RVBO. Ce vaccin que nous avons utilisé de manière très large pendant l'épidémie de 2018, nous avons vacciné plus de 265 000 personnes à cette époque, donc c'est un vaccin qui est très connu. Et c'est le vaccin qui nous a aidés l'année passée. Vous vous rappelez qu'on avait Ebola l'année passée, à Boulapé. Nous avons stoppé cet Ebola avec ce vaccin. Donc, nous étions partis sur le fait que ce vaccin, c'est contre Zaïre, ce n'est pas contre Bundibugyo. Mais comme nous avons 3 mois, pendant ces 3 mois, les scientifiques ont décidé de regarder le comportement des malades Bundibugyo par rapport à ce vaccin Zaïre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, d'abord, de manière intuitive, les personnes qui étaient vaccinées contre Zaïre à l'époque et qui travaillaient à Bunia, dans cette épidémie actuelle, ou ne sont pas tombés malades, ou ont fait une maladie légère, mais en tout cas, ils ne sont pas morts. Donc ça, on l'a constaté pendant cette épidémie. On a vu que le personnel médical, notamment, du centre médical évangélique de Bunia, où il y a eu plus de 37 personnels de santé contaminés, tous ceux qui étaient vaccinés contre Zaïre, ou ils n'ont pas développé la maladie, ou ils ont développé une maladie légère. Ça, c'est un constat, ce n'est pas encore une affirmation. Mais à côté de ça, les scientifiques ont travaillé aussi sur des singes à l'extérieur de notre pays pour voir les singes qui ont reçu le vaccin Zaïre contre Bundibugyo et les singes qui n'ont pas reçu ça. On a tendance à remarquer que les singes qui ont reçu le vaccin sont beaucoup mieux protégés que ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Le vaccin que nous connaissons, l'ancien vaccin. D'ailleurs, moi, je suis vacciné avec ça. Parce que Boulapé, on avait vacciné les gens. Donc, moi, je suis vacciné avec ça. Donc, c'est un vaccin qu'on connaît. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une recherche sur la population congolaise. Maintenant, à côté de cette observation sur les animaux, les scientifiques ont maintenant dosé les anticorps qui sont exposés à Bundibugyo, alors que, qui sont exposés à ce vaccin, alors que c'est un vaccin anti-Zaïre. Donc, sur cette base-là, on a décidé 2 choses. On a décidé qu'on rajoute le vaccin pour la recherche, plus de 20 000 doses, et on rajoute le vaccin de manière compassionnelle, c'est-à-dire comme on a fait avec Sangani. Bien sûr. C'est-à-dire que comme c'est un vaccin connu, on l'utilise à grande échelle, parce que là, on a la certitude maintenant d'avoir 70 000 doses, c'est déjà beaucoup, et là, je peux vous informer que 2 000 doses sont déjà à Kisangani pour pouvoir démarrer la vaccination du personnel de santé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication. C'est d'abord important de bien circonscrire les choses du point de vue de l'éducation nationale. Le ministre de la Santé a bien rappelé les zones qui sont touchées d'un point de vue des zones de santé et aires de santé. Et donc pour nous, au niveau de l'éducation nationale, dans les provinces administratives qui sont touchées, nous avons 138 sous-divisions éducationnelles. De ces 138, il y en a 40 qui sont touchées, et de ces 40, il y en a 18 qui sont à haut risque, soit 13%. Alors, c'est cette situation qui nous permet d'adopter ensemble, avec le ministre de la Santé, une rentrée différenciée. Donc la rentrée a bien lieu le 1er septembre, mais de manière différenciée. Pourquoi? Parce que l'on peut avoir ces zones vertes, qui sont ces zones qui ne sont pas touchées par la maladie, les zones oranges qui sont les zones touchées, puis on a les zones rouges qui, elles, sont des zones à haut risque. Alors, le ministère a un dispositif pour pouvoir agir dans ce cas, c'est l'enseignement à distance, que vous savez qu'il a été, depuis février 2025, qui a été officialisé. Il y a eu un arrêté qui a rendu légal l'enseignement à distance, et donc les enfants qui poursuivent l'enseignement à distance c'est tout à fait complémentaire à l'enseignement classique en présentiel, et ils peuvent passer les épreuves certificatives, même l'examen d'État, selon des dispositifs qui sont précisés dans les mesures d'accompagnement. Alors ici, à l'entame, je voudrais être très clair quand je parle d'enseignement à distance. Il ne faut surtout pas entendre enseignement en ligne ou Internet. Justement, dans ce cas précis, pour l'épidémie d'Ebola dans les 18
zones à haut risque. C'est un enseignement à distance léger, sans Internet ni acquisition de matériel qui serait exigé aux enfants. On va en fait adopter un système qui sont des cahiers, en fait des cahiers, même des feuilles qui seront produites, basées sur le programme, limitées à des savoirs essentiels et qui seront distribués aux enfants pour leur permettre de continuer le travail à la maison. Et ce dispositif de feuilles qui leur sera distribué va être accompagné, complémentaire, avec des émissions radio qui seront complémentaires aux feuilles pour que les apprentissages continuent. Alors évidemment, quand on se dit l'enfant va recevoir 2 feuilles A4 recto verso avec les savoirs, est-ce que ça va suffire à établir l'ensemble des savoirs qui sont prévus? Évidemment non. L'objectif, c'est de maintenir l'enfant en activité à l'école, à la maison, de ne pas le déconnecter de l'école et d'aller vers des savoirs essentiels qui sont définis avec les structures déterminées par le ministère. Et donc, la rentrée différenciée dit en fait que l'école reste le point de service éducatif. Donc, l'école reste ouverte. Les enseignants sont présents dans l'école. Avec le ministère de la Santé, dans les zones à haut risque, ce ne sont que les enseignants et les encadreurs qui sont là. Tout le dispositif de lavage de mains, tous les kits sanitaires sont placés dans ces écoles. Et selon un roulement, un dispositif, une programmation, les enfants et les parents peuvent passer à l'école pour récupérer tous les 15 jours les feuilles qui leur permettent de travailler. Alors on va commencer d'abord pour 4 semaines ce dispositif, et dans les 4 semaines, on va évaluer avec le ministère de la Santé, parce que nous sommes convaincus qu'avec la campagne de vaccination, l'épidémie serait ainsi maîtrisée, mais dans tous les cas, même si cela devait continuer, tous les 4 semaines, les enfants auront accès, seront imprimés et distribués et diffusés dans les radios locales et radios communautaires, les contenus qui permettent aux enfants de maintenir, de continuer à rester actifs et de continuer à apprendre ces savoirs essentiels qui sont définis. Donc voilà comment seront organisés. Alors je précise bien, notre objectif est d'éviter qu'une zone orange devienne une zone rouge, et qu'une zone verte devienne une zone orange. Donc on est en train de travailler étroitement avec le ministère de la Santé, et c'est les messages que vous voyez que nous diffusons, la sensibilisation, les messages qui sont clairs. Si quelqu'un est malade, il ne peut pas venir à l'école. S'il présente de la fièvre, c'est toute cette communication qui est faite avec les enseignants, les chefs d'établissement et l'ensemble des structures. Donc il y a une forte collaboration entre nos 2 ministères, parce que le but, évidemment, c'est de continuer à contenir cela et éviter qu'il y ait propagation de la maladie. Vous l'aurez compris, on veut éviter qu'il y ait des rassemblements importants. Donc, on va limiter ça dans les zones strictement en collaboration avec le ministère. Alors, allez-y, parce que non, j'avais juste besoin d'avoir une précision. Peut-être penser à la partie des examens. On va y arriver. Ok, mais donc, allez, comme je vous disais, le dispositif se fait toutes les 4 semaines. En période d'examen, si on arrive jusque-là avec l'épidémie, dans tous les cas, les examens se passent bien à l'école. Les enfants doivent revenir à l'école, mais là, nous mettrons en place les dispositifs de distanciation, plus toutes les mesures de prévention pour assurer que cela se passe, mais nous pensons bien que les choses devraient être réglées avant que nous arrivions, mais dans tous les cas, le ministère est prêt à faire face à ces situations. Alors, Madame la ministre d'État, vous avez dit éviter qu'une zone orange devienne une zone rouge et qu'une zone verte devienne une zone orange. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Zone rouge, zone orange, zone verte, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, comme je disais, la zone rouge est une zone à haut risque. C'est celle qui est définie avec le ministère de la Santé. C'est pour le moment où c'est vraiment le hotspot. On a le plus grand nombre de personnes qui sont contaminées, de morts, etc. Ils sont principalement dans la partie de l'Itourie, qui sont les sous-divisions qui sont des zones rouges. Les zones oranges, ce sont des zones qui sont touchées, mais pour lesquelles la maladie est encore maîtrisée et que l'on n'a pas un fort impact à ce niveau-là, mais on doit rester de vigilance importante. Puis les zones vertes sont les zones où on n'a pas encore eu de cas d'Ebola qui ont été déclarés. Et donc, le travail, et c'est ça qui est important, c'est que cela ne relève pas que du ministère de la Santé.
c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait cette contamination et que les zones soient touchées, relève de l'ensemble des services de tout le monde. Et donc pour nous, à l'Éducation nationale, on doit absolument éviter qu'une zone qui ne bascule dans la partie rouge. Et c'est pour ça que le travail de sensibilisation avec les écoles, les parents, les enseignants, qui touche directement le système éducatif, sera forte en collaboration avec la santé, parce que nous ne voulons pas, évidemment, notre objectif, c'est un objectif pédagogique, il faut maintenir les apprentissages, les enfants ne peuvent pas être deux fois pénalisés, et par l'épidémie et par l'arrêt des cours, donc on maintient les cours, mais on met en place un dispositif où ils peuvent continuer à domicile avec leurs parents et avec des enseignants référents qui restent le contact avec la famille, avec les élèves pour que les apprentissages puissent continuer. Et j'insiste bien, le but c'est de mettre le dispositif soit le plus léger possible, il ne doit rien coûter de plus aux parents, c'est un élément important, donc c'est pris en charge par le gouvernement avec nos partenaires, mais les apprentissages sur les savoirs essentiels doivent absolument continuer pour que les enfants ne soient pas coupés et puissent facilement revenir à l'école quand le système sera revenu à la normale. Alors, vous avez parlé, évidemment, on va prendre les questions, mais vous avez parlé des zones à haut risque, des dispositions prises, mais pour les zones, par exemple, orange, à la rentrée, qu'est-ce que les enfants vont constater et quel est les comportements qui est attendu des enfants? Moi, je rajouterais, parce qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation et de communication pour que tout le monde adopte ou respecte les mesures de santé publique qui permettent d'éviter d'être touché par la maladie. Vraiment, par contre, la prévention et tous les kits sanitaires. Ça, c'est ce qui est mis pour les écoles qui sont dans les zones oranges. Donc, c'est toute la sensibilisation. Si vous êtes malade, vous restez à la maison. Vous ne venez pas à l'école si vous avez les symptômes. Vous prévenez, vous passez dans la zone de santé. La vidéo rappelle bien les mesures ou les gestes qui sauvent. Appelons ça comme ça. Donc les zones oranges, donc les zones touchées, sont les zones sur lesquelles l'accent est surtout mis sur la prévention, sur l'hygiène, sur les kits qui sont mis au niveau des écoles. Les zones rouges, ce sont celles pour lesquelles l'enseignement à distance est mis en œuvre parce que l'école ne peut pas continuer dans son format classique dans ces zones-là. En place ce dispositif, donc l'ensemble des écoles, d'abord des équipes au niveau national sont en train de travailler. Alors tout de suite, quand ils ont reçu l'instruction qu'ils devaient mettre en place le dispositif d'enseignement à distance, ils sont tout de suite partis à imaginer 6 mois. Alors imaginez, si préparer des ressources pédagogiques avec la radio sur 6 mois, en 1 mois, c'est absolument impossible. Et donc c'est pour ça que l'on met un dispositif de chaque fois 4 semaines. Donc en fait, on met un dispositif léger où en fait on travaille toutes les 4 semaines pour être sûr de tester, de lancer le système, voir justement comment il réagit et s'adapter pour qu'il soit mieux. Donc à la limite, ce sera beaucoup mieux, plus de temps on aura pour pouvoir installer cet enseignement à distance. Mais évidemment, nous ne voulons pas. Nous voulons que très rapidement, grâce à la vaccination, que cela s'arrête, que pour que les choses puissent reprendre leur cours normal. Donc la programmation, les équipes sont actuellement au travail, elles sont en train d'assurer de préparer les feuilles que les enfants doivent suivre avec les radios. Donc c'est énormément de travail, on va dire, technique pour pouvoir produire ça. Les ressources sont mises à disposition par le ministre de la Santé, ce qui permet de confirmer qui va mettre à disposition les ressources. De confirmer. Et pour que l'on puisse le faire. Donc c'est vraiment dans son travail logistique. Alors, qu'est-ce qui arrive si ça ne réussit pas? Mais en fait, l'enseignement à distance est tel qu'il est fait pour réussir. Parce que comme je vous l'ai dit, l'enseignement à distance est devenu un dispositif complémentaire à l'enseignement normal. Donc ce n'est pas comme à l'époque de Covid, où au fait on s'est retrouvé imposé de fermer les écoles et on n'était pas préparé du tout, et surtout on n'avait pas de légalité à mettre en place l'enseignement à distance. Donc au final on fermait les écoles en disant juste que cette pandémie s'arrête vite, comme ça on revient à la normale. Non, grâce à l'arrêté de février 2025, maintenant c'est un dispositif tout à fait normal,
que l'on peut mettre en place, mais qui est prioritaire pour les enfants qui sont déplacés, pour les zones qui sont face aux maladies ou au changement climatique ou en guerre, etc. Donc c'est un dispositif normal. Ebola nous permet ici de le tester, et donc il va permettre aux enfants, en fait grâce à ça, les enfants ne pourront, il n'y a pas le risque d'avoir cette année blanche pour eux, parce que le dispositif est fait pour que ce soit tout à fait adapté. Évidemment, le risque, donc ça c'est la partie pédagogique. Le risque par contre est sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement arrêter l'épidémie, parce que, bon, pour aller par exemple dans le dispositif léger, les enfants ou le tuteur doit quand même passer à l'école, récupérer les feuilles. Je précise bien que les feuilles ne sont pas ramenées à l'école, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un malade qui est touché, qu'il y ait un partage à nouveau de ces feuilles. Les enfants les gardent, travaillent à la maison sur leur cahier à côté, et ce sera travaillé avec l'enseignant selon une programmation précise pour éviter que l'on ait un flux d'individus. Donc on est vraiment en train, pour nous c'est un double objectif, s'assurer que les enfants continue l'école, en tout cas, à apprendre les savoirs essentiels malgré l'épidémie, et puis de s'assurer, de tester que l'enseignement à distance est bien le dispositif qui va les aider. Donc il n'y a a priori, à moins que cette épidémie commence à prendre des dimensions incroyables, mais on ne pense pas avec les mesures qui sont prises. D'un point de vue pédagogique, par contre, le système est préparé pour l'épidémie. Alors je voudrais d'abord vous dire que hier, j'ai reçu le grand patron des maladies infectieuses à Paris. Je l'ai reçu hier, il est ici, il est à Bounia d'ailleurs maintenant. C'est lui qui a soigné, vous vous rappelez, un Français qui est passé, qui est arrivé à Paris et tout ça, Air France, les avions ne sont pas partis, tout ça, vous vous rappelez de ce cas-là? Eh bien, le grand patron là, le professeur Yazdan, est ici, il est à Bounia, mais je l'ai reçu hier. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous avez tous les experts mondiaux chez vous. Donc si avec tous les experts mondiaux, on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un petit problème. La chose est que nous apprenons de ce virus parce qu'il y a des différences avec le virus Zaïre. Ça, c'est la chose. Parce que nous sommes partis de l'assertion, comme je l'ai dit, c'est qu'il va se comporter comme Zaïre. Et donc, les gens vont avoir peur, ils vont pas toucher le malade. Il suffit de dire aux gens de manière forte, ne touchez pas. Les gens vont tellement avoir peur. Mais on voit que le virus se comporte différemment. Le virus n'échappe pas au contrôle. Le virus est tout simplement plus contagieux. Je viens de vous dire qu'en 2 mois, faire 20 laboratoires, ça ne s'est jamais fait. Donc, la riposte, elle est robuste. Sauf que le virus est beaucoup plus contagieux. Mais, ce virus-là, nous venons, avec la science, de découvrir de plus en plus de choses. Par exemple, que les malades bien pris en charge tôt, notamment avec les médicaments qui existent déjà, ces malades guérissent. Et les cas contacts sévères, les contacts à très haut risque, pris en charge tôt, à qui on donne aussi un médicament préventif, ces gens-là aussi ne développent pas la maladie. Donc nous apprenons et nous nous adaptons très rapidement. C'est le cas de Kisangani dont on parlait tout à l'heure. Et nous apprenons aussi que le vaccin que nous avons déjà a une certaine protection. Je ne dis pas 100%, parce qu'il ne faut pas que les gens y répètent, maintenant on a le vaccin, c'est bon. Je dis que nous avons une certaine protection et les personnes vaccinées font une maladie moins importante. Et donc, autant nous avions juste des mesures de santé publique avant, maintenant nous ajoutons des mesures médicales, c'est-à-dire prise en charge spécifique et vaccin pour pouvoir contenir. Encore une fois, d'ici peut-être 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on saura encore plus sur le vaccin pour voir si nous le généralisons, dans lequel cas ça va interrompre encore plus vite la diffusion de la maladie. En plus de ce que les docteurs ont dit, vous savez qu'il y a une expérience ici dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Et de toute cette expérience, il y a un besoin important des communautés de s'engager. Vous avez vu, le docteur tout à l'heure a dit qu'on a des laboratoires, y compris des laboratoires mobiles.
Ça veut dire que la réponse sanitaire, c'est qu'elle exige, en termes des centres de traitement d'Ebola, en termes des laboratoires, en termes de capacité des testings, en termes des tenues, des matériels de protection de personnel de santé, tout est réuni. Mais il y a évidemment, par rapport au comportement du virus, un besoin d'aller davantage, ou que les communautés s'impliquent davantage. C'est aussi ça la responsabilité des médias, pour que nous tous nous prenions conscience qu'une chose est les traitements dans les centres, mais ce que nous observons dans les morts que nous comptons, ce ne sont pas des morts de ceux qui sont le plus arrivés à l'hôpital. Peut-être qu'on doit, Monsieur le ministre, faire aussi un focus sur les cas des guéris. Peut-être que vous devez nous dire aussi les guéris, comment ils arrivent à guérir. Nous en sommes à plus de 700 déjà. Non, plus de 1000. À plus de 1000, voilà. Peut-être qu'il faut nous dire aussi davantage sur les guéris. Comme ça, on peut voir ce qui se passe au niveau médical et voir dans quelle mesure, par rapport aux jours qui viennent, comment davantage engager les communautés pour adopter les comportements et les réflexes qui doivent s'assurer que nous sommes restés loin de la maladie. Lorsque votre frère, votre sœur a des maux de tête, c'est pour ça que les soins de santé sont gratuits dans toute la province de l'Ituri, amenez-les à l'hôpital. N'essayez pas de le soigner, parce que s'il a la maladie, il peut vous contaminer. L'élève d'une école qui est touchée va recevoir une information venant de l'école, qui va passer par toutes les structures du ministère, qui lui dit « notre école… » Ça sera dans toutes les écoles? Dans les écoles de la zone rouge, c'est-à-dire celles pour lesquelles, pour le moment, on a 18 sous-divisions qui sont à haut risque. Dans ces 18 les sous-divisions, c'est à peu près 2890 écoles qui sont concernées par le dispositif de l'enseignement à distance à ce jour. Dans cette école-là, le parent va recevoir via l'école une communication qui lui dit « l'école est dans une zone rouge, elle passe dans le dispositif d'enseignement à distance léger ». Ça veut dire que votre enfant ne vient pas à l'école pour pouvoir suivre le cours, il vient où vous récupérez le cahier de travail pour les 2 semaines où il va travailler à la maison. Dans ce cahier, il va recevoir évidemment le programme essentiel qui est prévu pour les 2 premières semaines de septembre, plus une programmation de diffusion des émissions à la radio qui doivent compléter son apprentissage. Donc le parent ou l'élève, selon un programme qui sera défini par l'école, vont passer à l'école en respectant tous les gestes barrières nécessaires, récupérer ces feuilles pour les 2 prochaines semaines. Puis donc il rentre à la maison et les feuilles sont faites pour permettre à l'enfant, accompagné d'un adulte qui est présent, avec les instructions qui y sont mises, de pouvoir assurer le travail. L'enseignant reste en contact avec, donc l'école et les enseignants restent en contact à distance avec l'école pour répondre à la moindre difficulté. Au bout de 2 semaines, le parent ou l'élève doit revenir à l'école, récupérer le cahier pour les 2 autres semaines. Et donc c'est ce dispositif qui est mis que dans les 2890 écoles qui sont pour le moment dans les zones qui sont rouges. Voilà comment s'organise l'enseignement à distance. Donc tout le système éducatif va être mobilisé pour être sûr qu'on ne perde pas les enfants, qu'on soit au courant où ils sont, qu'ils suivent bien le système. Alors, ils vont recevoir évidemment forcément un programme plus léger. Ce ne sera pas le programme que normalement ils auraient dû avoir à l'école, mais c'est un programme qui fait qu'on puisse s'assurer que les savoirs essentiels dans les disciplines clés, comme pour le primaire, savoir lire, écrire, compter, je veux dire le français, les mathématiques et les sciences seront évidemment les disciplines pour lesquelles on va continuer les apprentissages, c'est qu'on puisse s'assurer que les enfants, quand ils restent, ils sont obligés de rester à la maison, ils puissent continuer à travailler. Mais l'école reste ouverte. Donc l'école n'est pas fermée, les enseignants doivent rester présents parce que justement il faut qu'il y ait cette communication et puis comme on sait, même quand on fait une sensibilisation, parfois les parents n'obtiennent pas l'information, donc il faut que l'on ait les kits d'hygiène et qu'on ait des mesures qui seront bien données aux enseignants pour s'assurer que lorsque les enfants viennent, l'instruction leur est bien donnée, le travail qu'ils doivent faire leur est bien remis et que le contact reste avec l'école. Donc la communauté, et ça c'est ici pour moi l'occasion aussi de donner un message à la communauté, de bien dire que l'on a intérêt à maintenir, à faire travailler les enfants à la maison. C'est très important que la communauté joue le jeu de faire passer l'information, que la communauté joue le jeu de faire travailler les enfants, que la communauté aussi permette d'écouter.
les messages. Il faut savoir qu'avec nos partenaires, il y aura aussi des radios qui seront distribuées aux familles pour assurer que l'écoute se fasse bien pour les familles qui n'auraient pas de radio. Donc on met en place avec tous les partenaires, tous les dispositifs pour que ces enfants puissent continuer à apprendre. Ça, c'est dans les zones où l'enseignement à distance léger est mis en place. Par contre, maintenant, dans les zones où on sait qu'on n'est pas encore dans une forte concentration de cas de décès, donc dans les zones oranges, là, c'est par contre toute la sensibilisation sur les mesures de barrières, sur tous les kits sanitaires qui sont définis avec le ministère de la Santé, qui, eux, sont mis en place, avec aussi ce message, c'est encore deuxième message à la communauté, nous devons ensemble empêcher qu'une zone orange devienne une zone rouge, et donc c'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux la maladie, il faut se protéger, si on est malade, il faut rester à la maison, et il faut éviter les contacts, il faut vraiment être honnête et ouvert et suivre ces procédures, parce que pour nous, l'école doit continuer, nos communautés doivent être en bonne santé, et donc on veut travailler ensemble pour y arriver. Question à la ministre de la Santé. nazotuna mituna ebele oyo akoyamba ebele te tous tozwi mituna ebele mama. Bon. Na ntango toyoki awa ete question liboso okoki koyanola ta na ntango ya momekano otalisi ete bana kelasi bakoya na etelo mpona kosala momekano kasi ebongiseli momekano eza nini? examen kasi ebongiseli nini ezali soki mwana kelasi to molakisi amoni bilembo ya bokono na ntango wana mpona kotia ye mwa moke pembeni yambo ete kelasi ezonga eske bosi botie ata koyekolisa baoyo bakoyeba na kopesa bana mateya lolenge ni soki bamoni babilembo ya bokono wana bayeba na koyeba ndenge nini ya kobenga l'hôpitalo pe makambo malamu eba na kosalama. Motuna mosusu ezali ete mpona kobundisa Ebola tomoni ete misolo mitiami bisalelo bizali bamasini pe bongo na bongo kasi tomoni ete na sanza misato Ebola bundibugio ebomi bato ebele bakoni pe ebele nini za kosala ete sa mabongo likambo etali pe mangwele ya Hervego ekomi wapi motuna suka kaka pona kosukisa ezali kotalisa batu ya mbujimai bazali bongo kolela bobuki l'hôpitalo ya Dipumba oyo ekoki koyamba bakoni kama minei eza mambo Ebola te hein eza l'hôpitalo silisa motuna na yo mpona kotonga clinique universitaire oyo ezali na bambeto kama moko eza boni na lopango eske oyebi likambo wana mpe nini okoki koyebisa bayimbujima po ete mitema na bango ezala ya kokita yango nde mituna na ngai. Ok, merci. Toyoki mama Raissa, est-ce que okoka koyanola lingala? Impossible. Tokozonga tokoyanola na motuna na yo elongo kasi ministre ya santé ayanola nanu na mituna o bandeko na biso mibali batunaki awa bongo tokozongela kosisa na lingala. Monsieur le ministre, allez-y. Alors la première question c'était sur la motivation financière. Alors je voudrais d'abord rappeler une vérité. De tous les partenaires de tous ceux qui payent sur le terrain, c'est l'État qui paye le mieux. Je répète encore, de tous ceux qui sont sur le terrain, tous les partenaires X, Y, Z, je ne vais pas citer leur nom, c'est l'État qui paye le mieux. Première vérité. Deuxième vérité, c'est que, et le président de la République a beaucoup insisté sur la coordination, et c'était d'ailleurs la deuxième question que vous avez posée sur les partenaires. Parce que nous nous réveillons, nous apprenons qu'un partenaire a des travailleurs, il est en train de payer. Je vous donne un exemple très simple. Il y a 2 semaines, on m'appelle, on me dit, il y a des chauffeurs qui veulent faire grève. Je dis, mais quels chauffeurs? Non, c'est des chauffeurs employés par Africa CDC. Oh, mais comment ça? Donc, vous voyez que chaque partenaire emploie quelqu'un et fixe ce qu'il paye.
Et nous nous battons depuis le début, et vous l'avez répété, pour un seul plan. Une seule coordination, un seul budget. Sauf que nos collègues partenaires, nous nous battons avec eux tous les jours pour qu'ils s'alignent. Le président de la République nous a réunis et nous a dit « Ramenez-moi ici un budget harmonisé, des rémunérations harmonisées, pour que chacun ne paye pas dans son coin, parce que souvent, vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'il y a tel, par exemple, quelqu'un dit, moi je vais m'occuper des enterrements dignes et sécurisés. Ok, on lui dit, ok, toi tu t'occupes de ça. Après vous découvrez que, oui, je m'occupe de ça, mais je ne paye pas les fossoyeurs. Ben, les fossoyeurs disent, mais oui, mais comment vous allez faire des enterrements dignes et sécurisés sans nous? Ou alors il vous dit, mais oui, mais moi, je n'amène pas les sacs mortuaires. Il faut que quelqu'un... Donc on a dit, ok, on va faire un seul plan, un seul budget, une seule coordination. Et ce qu'on a décidé, et ce que j'ai dit aux partenaires, et je le répète ici, je ne veux plus que les partenaires payent nos collègues, nos compatriotes. Je veux que ce soit le gouvernement qui paye. Et nous avons établi le budget. Aujourd'hui même, je viens d'envoyer l'argent pour payer tout le monde à l'incident manager, le professeur Aouka. On a déjà commencé à payer, vous avez vu que ça s'est calmé ces derniers temps, parce qu'on avait déjà commencé à payer. Mais nous avons quand même une difficulté, et ça, la population doit le savoir. Nous essayons toujours de tricher, de faire d'ajouter. Par exemple, nous avons payé la semaine passée, ou il y a 2 semaines, plus de 1000 personnes, et 15 à 20% ce sont des fictifs. On vous donne des listes aujourd'hui, vous validez les listes, vous commencez à payer, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes. Alors, nous avons envoyé une équipe pour dire, ok, on va enregistrer de manière biométrique tout le monde. Comme ça, on te connaît, on t'enregistre et on va te payer. Figurez-vous que quelqu'un, un centre qui nous dit, nous avons 240 personnes. Ok, on envoie l'équipe. L'équipe reste 48 heures et n'enregistre que 40 personnes. Alors, après, bien sûr, avec toute la manipulation, les personnes là vont dehors crier, non, nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas payés. J'aurais dit encore, pas parce que nous allons avoir l'argent, parce que nous avons l'argent. J'ai dit et j'ai répété. Aujourd'hui même, vous pouvez appeler le professeur Aouka, vous êtes journaliste, appelez-le, demandez-lui quel est le montant total dont vous avez besoin pour payer tout le monde. Il va vous dire. Et demandez-lui, est-ce que vous avez reçu ce montant? Il va vous dire. Parce qu'aujourd'hui même, j'ai encore envoyé. Ce n'est pas un problème d'argent. Il y a beaucoup de manipulation sur place. Il y a beaucoup de tricherie sur place. Il y a beaucoup de gens qui essayent chacun de faire Ebola business. Parce que les gens se disent, il y a l'argent, on entend des sommes incroyables, donc on doit nous payer. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé d'harmoniser. Premièrement, tous les médecins de l'Ituri sont alignés à la prime de risque. Tous. Celui qui avait la prime de risque, il la garde. Celui qui n'en avait pas, maintenant il a. Mais tous, prime de risque ou pas prime de risque, qui ont maintenant tous la prime de risque, vont avoir une prime complémentaire, une prime Ebola. La même prime pour tout le monde. C'est-à-dire par catégorie. Médecins, infirmiers, jusqu'au niveau de relais communautaires, votre dernière question. Les relais communautaires, il y a des partenaires qui payaient $1, $2 par relais communautaire par jour. Ça fait $60. Moi, j'ai dit, dans notre pays, le SMIC est de $130. Donc, moi, je ne peux pas payer quelqu'un moins que le SMIC. Donc, nos relais communautaires, je leur ai dit ici, sont à $150. Les partenaires, j'ai répété, je leur ai dit, si vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas grave, laissez-nous payer. Si vous avez l'argent, rajoutez pour que nous payions plus de monde. Aussi simple que ça. Et donc, nous avons pris cette décision-là. D'ailleurs, à la réunion hier avec la Première ministre, nous avons présenté tout le tableau de ce barème. Et donc, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, votre deuxième question, c'était où est-ce qu'on en est avec les relais communautaires? On en a déjà formé plus de 21 000. Mais vous savez que l'Ituri, après l'épidémie, restera dans la norme d'un relais communautaire pour 500 familles ou 3 000 personnes, c'est-à-dire autour de 2600 relais communautaires. Alors, c'est la même question que vous avez posée sur les ressources financières, 240 millions, 1,4 milliard. Alors, je vais vous donner des chiffres encore.
les médicaments, si nous voulons vraiment couvrir l'Ituri, je dis bien l'Ituri, pas les centres de traitement, couvrir l'Ituri, c'est autour de 30 millions de dollars par an. Donc vous voyez qu'avec tous les chiffres qui sont annoncés, si cet argent est arrivé, ben on paierait facilement. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces. Nous, on leur dit, ok, nous, on nous a donné 50 millions, voici les 50 millions. On a donné autant ici, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il nous reste ça. Vous aussi, dites-nous vos 240 millions annoncés dernièrement par les États-Unis, vos 600 millions annoncés ici, vos 800 millions. Dites-nous où est-ce qu'ils sont. Et je peux vous dire que demain mercredi, on a encore réunion. Demain, ils me donneront encore un peu plus d'informations. Et je viendrai vous dire où se trouvent tous ces millions. Mais la réalité est qu'il y a beaucoup d'annonces. Et nous n'avons pas nécessairement tout ça sur terrain. Pourquoi? Parce que ceux qui donnent réellement, et il y en a beaucoup qui donnent, ils donnent aux ONG. Et pas au ministère, pas au gouvernement. Ministère, pas au gouvernement. Donc nous, on n'a pas cet argent-là. Ils donnent aux ONG. Et les ONG viennent nous dire, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Mais vous avez fait ça, ça nous a coûté combien? Non, mais vous savez, ça c'est un interne. Mais non, on ne peut pas annoncer aux gens qu'on a donné au Congo 800 millions et que nous ne pouvons pas savoir combien vous avez dépensé pour acheter les médicaments, pour acheter ceci. Donc on a vraiment cette bataille d'alignement des partenaires. Ce n'est pas encore terminé. Alors, la question de la létalité qui a été posée en disant oui, mais est-ce que c'est plus contagieux, mais c'est moins létal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous contaminez 10 personnes, avec Ebola Zaïre, 8 vont mourir. Avec Ebola Bundibugyo, 3 ou 4 vont mourir. C'est ça la létalité, si vous contaminez 10 personnes. Bien sûr que si vous contaminez 1000 personnes, vous allez voir que les chiffres augmentent de manière proportionnelle. Tout à fait. Comme Ebola Zaïre contamine moins, eh bien, proportionnellement, le nombre de morts aussi est moindre, même si la létalité est plus forte. C'est-à-dire, quand Ebola Zaïre fait 1000 personnes, vous avez 800 morts. Quand Ebola Bundibugyo fait 5000 personnes, vous avez 2000 morts. Vous voyez la différence? C'est ça la différence entre la létalité et la transmissibilité. Une expression violente, la phase humide, du sang qui coule des oreilles, des yeux, ça fait peur, c'est choquant, on évite. Mais la souche Bundibugyo est beaucoup plus maligne. Ça veut dire elle se présente en maux de tête et que si très rapidement vous ne vous présentez pas au centre de santé, lorsque vous commencez à développer la phase humide et la contamination, c'est fait pour des personnes autour de vous. Nous étions avec le ministre au centre hospitalier, je pense à Bunia, où le médecin directeur nous disait que la plupart des cas, il y avait un monsieur qui était guéri, heureusement pour lui, qui avait perdu son frère, son autre frère, parce que tous, ils étaient, et son frère qui était médecin, et tous, ils étaient autour parce qu'ils pensaient qu'il était empoisonné, qu'il avait... Vous voyez, donc c'est cette proximité-là que nous avons naturellement autour de nos malades, mais lorsque vous avez ces virus Bundibugyo qui est vicieux, il se contamine, plutôt que Zaïre, qui est spectaculaire et qui fait peur. C'est pour ça que nous insistons, le moindre cas, le moindre mal de tête, le moindre mal de ventre, aller à l'hôpital, c'est gratuit. Ce n'est que de cette manière qu'on adoptera à la base les réflexes qui vont nous permettre d'éviter les morts dans les communautés. Des traitements, il vous a dit que nous avons 1600 lits disponibles, il n'y a que 751, donc même moins de 50% de ces lits qui sont occupés. Donc la démarche et donc notre stratégie consiste à la fois à traiter dans les hôpitaux, mais aussi à aller dans les communautés pour qu'on adopte de réflexes lorsqu'il y a des cas, qu'on les signale, qu'ils soient pris en charge. Il y a des labos mobiles, il y a des laboratoires dans les zones de santé. Ce n'est que de cette manière que nous espérons, dans le jour qui viennent, les chiffres des morts baisseront et nous tous, on aura véritablement pris conscience de la dangerosité de Bundibugyo. Bon, monsieur le ministre... Maman, otunaki mituna mibale ya yambo ezalaki pona mangwele. Mangwele oyo tolingi topesa eza mangwele oyo tosi toyebi. Eza mangwele ya sika te. Po bato babanga te bazomeka na mangwele na nzoto ya bakongole te. Eza mangwele oyo toyebi ya Ebola Zaïre. Oyo topesaki deja bato na ba épidémie utaki koleka.
Nalingana loba boye. Bomoni Ebola Zaïre toutaki kozwa na 2018. L'heure est bandi kaka, 2 semaines après, tu bandi opesa mangwele. 2 semaines. Yango wana bomona ki baka et mataki penza mingi te. D'abord eza ko pesa bokono wana facilement te na batu mususu, mais ensuite to bandaki ba vaccin 2 semaines après. Donc vraiment très rapidement. Oyo tozana mangwele contre bundibugyo te. Mais to uti komona na ndenge biso bato ya misala ba minganga to sala to uti komona ke bato bazwa ki mangwele ya Ebola oyo ya biso ya liboso ebele ceux qui bakuteni na bokono oyo ya bundibugyo bazozo yango te to soki pe bazwi yango ezali kopesa maladi ya makasi te. Yango tolobi to pesa bato oyo bazosalisa ba maladi na biso oyo tobengi ba prestataire de soins to pesa bango mangwele wana po bazala protégé. Mais tolobi te ke bakozala bango nyonso protégé à 100% te parce que tolobi ke za mangwele ya Ebola Zaïre. Mais tomoni ezosalisa. Yango wana tobandi kopesa yango. Tozwi nano ba dose 72 000, donc tozobanda na ba dose wana et bato bazopesa biso yango bazozela toyebisa bango ndenge ezokenda na bisika tozopesa yango po baya kobakisa isusu. Donc mangwele wana ekosalisa. Tolobi te ke soki mangwele ezali nde otiki kosokola maboko, nde otiki kobanga batu oyo baza na bokono, nde obandi kokunda batu ndenge olingi te. Tolobi mangwele wana tozopesa nano na batu oyo bazosala misala binganga. Sima soki tomoni ke bango pe bazwi nyonso pe ezosalaka malamu, nde tokopesa batu mususu. Donc likambo ya mangwele yango wana. Siko otuni makambo ya Mbujimai. Mbujimai, ministère de la santé ekobuka hôpital ata moko te. Na pesaki mitindo na directeur de cabinet na ngai abenga gouverneur ayebise makambo na biso toyebi yango te babuka hôpital te. Yeno yango wana. Oyo il faut koyeba mo mekano to komi na moment mo mekano ta ba examen za sikota. O to benga examen na lopoto. Awa Mineta Raissa a expliqué en partant na baka oyo ministère rapport au ministère ya santé sali. Épidémie ezaneti na ba zone misato. Toza na zone rouge parce que au risque eza makasi. Toza na ba zone orange oyo photo sala moi ekenge et puis toza na ba zone verte oyo épidémie ekomi nanu te. Na ba zone oyo risque eza makasi. Ministre alobi bana bakozonga kelasi te. Mais kasi bana bakotangela na ndako. Yango na ye na ba équipe na ye basi balengeli ba papier to ba nabite na lingala na lo ba ondeni ba fait didactique oza na mwa ba cours ba lokata lokasa oyo eza na ba leçon oyo bana ba ko bando kotangela na ndako ba kosala poso mibale et puis ba boti ba renouveler kasi na ba école wana nyonso il faut koyeba ke ba tu faut ba respecter ba mesure to bengi na lopoto mesure à santé publique ko sokola maboko otalaki dessin animé balakisaki biso ane bandeli ko simba te oki kopesa mbote na koseka kaka otali opesi mwa loboko osekipe mbote nyonso yango wana elakisi ke awa lobi tosaki milulu moko na premier ministre vendredi passé tosalaki réunion à conseil des ministres président de la république apesaki pe ministre d'état maloba au ministre d'état qui ko présenter stratégie au biso tolingi pe bapandisango parce que baku mutusu bandoleka na ba radio bapandisango pe bakota na masolo o pona koyeba ndenge nini bana ata bakei kela cité pona Ebola bana ba continuer ko se former po bazala pénaliser des fois te OK kela cité pona Ebola ozongi penda ko sali le côté. Donc je crois que naza clair to ozongela ba détail mususima. Bon, on a fini ce soir, c'était un peu long mais c'était nécessaire pour parler à la fois de la santé et de l'éducation. Alors, Madame la ministre d'État, on va terminer avec vous. Préciser que les communautés, les familles doivent attendre d'avoir l'information des services du ministère de l'Éducation nationale pour savoir si leur école est oui ou non reprise dans le dispositif de l'enseignement à distance. Ça, c'est un élément important. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère met en place tout ce qu'il faut pour qu'il y ait continuité des apprentissages. Mais encore une fois, et ça c'est un élément important que je voudrais rappeler, c'est que l'école, c'est un dispositif commun.
Ça veut dire que l'école, en fait, implique l'ensemble des communautés. Pas seulement au moment où on a cette épidémie, mais en général. Si vous pensez que l'école, c'est juste déposer vos enfants et puis vous continuez et vous pensez que l'école fera tout, c'est une mauvaise façon de se servir de ce dispositif magnifique qui est l'école. Ça veut dire qu'il faut que la communauté s'implique et s'investisse dans le suivi. Il faut s'assurer que les enfants qui bénéficient de cet enseignement à distance léger soient accompagnés par quelqu'un de la famille, par quelqu'un de la communauté, pour pouvoir suivre les travaux qui sont mis en place. Donc mon message, c'est que le gouvernement, le ministère, via son ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, met en place tous les dispositifs pour que les enfants, les familles ne soient pas doublement pénalisés par l'épidémie et par cette rentrée différenciée. Mais donc la rentrée a bien lieu, elle a lieu de manière différente simplement pour les enfants qui sont dans les zones à haut risque, qui sont donc victimes de cette épidémie d'Ebola, et que la communauté et les mesures barrières qui sont mises en place et définies avec le ministère de la Santé sont importants parce que nous avons tous le même objectif, celui de continuer les apprentissages, mais surtout celui de faire arrêter la transmission de la maladie pour que très rapidement l'école puisse reprendre, même si, j'insiste, l'enseignement à distance n'est pas un dispositif tampon de son parcours, de passer les examens d'État si c'était nécessaire, mais seulement dans ces cas, dans ce type de cas-là. Donc les parents peuvent rester confiants, mais ils doivent rester en contact et bien suivre tous les messages qui seront donnés par les structures provinciales du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté. Voilà, merci beaucoup Madame la ministre d'État. Monsieur le ministre de la Santé. Le seul mot que je peux dire, c'est venez à l'hôpital, on va vous soigner. L'exemple que nous avons de la Chopo nous montre que nous avons des traitements capables de vous soigner, mais venez tôt parce que là, vous avez plus de chances de vous en sortir. Venez à l'hôpital quand vous avez été en contact avec le malade, parce que là, nous pouvons vous donner des médicaments pour que vous ne développiez pas la maladie. Venez dans le centre de traitement pour pouvoir prendre le vaccin quand vous êtes travailleur du secteur de la santé, parce que ça va vous protéger éventuellement contre une contagion, parce que vous êtes exposé, là je parle aux prestataires, aux médecins, aux infirmières. Quand nous allons commencer en début de semaine prochaine la vaccination, n'hésitez pas, venez pour que nous puissions ensemble stopper la propagation de cette maladie. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre de la Santé, merci beaucoup Madame la ministre d'État. L'exercice de ce soir était simplement pour vous faire le point en prévision de la rentrée scolaire, mais aussi l'état des lieux de la riposte 3 mois après. Vous suivez régulièrement des réunions qui sont présidées par le chef de l'État lui-même, par la première ministre et chef du gouvernement. C'est une épidémie qui est mortelle, nous prenons toutes les mesures qu'il faut. Nous avons des personnes qui sont guéries, plus de 1000 guéris, le ministre l'a dit tout à l'heure. Nous avons des signaux très encourageants, pour ne pas dire rassurants, au regard des différents traitements dont le ministre a parlé tout à l'heure. Nous avons un processus de vaccination qui va commencer et nous avons surtout besoin de l'implication des communautés à la base. Le ministre l'a dit, la riposte est une affaire de tous. Lorsque vous remarquez qu'il y a des symptômes chez vous, n'hésitez pas à aller dans les centres hospitaliers. Le ministre vous a aussi dit que le gouvernement a mis à disposition des moyens pour prendre en charge non pas seulement la maladie, mais tous les personnels de santé. Le ministre a aussi dit, un peu comme le dirait la ministre de l'Éducation, qu'il ne faut pas tricher. Vous n'êtes pas sur les listes, ne soyez pas des doublons, ne faites pas du bruit alors que vous n'êtes peut-être pas dans les profils. Tout ça, ça donne une mauvaise image de ce que nous déployons matin, midi et soir avec un personnel motivé qui se trouve sur place à Bunia et dans toutes les parties du pays qui sont touchées par la maladie à virus Ebola. Nous sommes donc optimistes par rapport à la combinaison que nous avons de moyens, que nous avons y compris avec nos partenaires, pour que nous puissions, dans les jours qui viennent, donner des nouvelles qui permettront de montrer que, comme nous l'avons fait pour les épidémies précédentes, que nous avons rattrapé les virus et que ces virus sera une histoire du passé.
Merci à vous de votre participation à cet exercice qui était long, mais qui était nécessaire. Et nous reviendrons de manière régulière pour davantage vous donner des informations et tuer toute l'infodémie. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.